Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 11 mars. Voici les titres de ce journal. Quelles seront les compétences du futur conseil départemental? Aura-t-il les mêmes missions que le conseil général aujourd'hui? Le point dans ce journal. Mieux apprendre pour mieux réussir, c'est l'objectif de la réforme des collèges. Elle a été présentée ce mercredi par la ministre de l'Éducation. Parmi les mesures, les élèves pourraient désormais avoir une deuxième langue vivante dès la 5e. C'est l'heure du potager. Pommes de terre, carottes et radis sont en effet prêts à être semés. Mais comment faut-il s'y prendre? Conseils et astuces à la fin de ce journal. Vous le savez, nous le répétons assez, ce sont bientôt les élections départementales. Le premier tour se tiendra le 22 mars prochain, mais à moins de 2 semaines du vote. Connaissez-vous vraiment les missions du futur conseil départemental? La répartition des compétences a été votée hier à l'Assemblée nationale. L'occasion de faire un point. Reportage de Carlo Laboureux. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Redéfinir et surtout clarifier les domaines de compétences entre la région, le département et les intercommunalités, c'est ce que prévoit la réforme territoriale fraîchement adoptée à l'Assemblée nationale. Un vaste chantier, mais nécessaire, tant les missions des collectivités peuvent paraître floues pour les citoyens. Exemple avec le rôle d'un conseil général. Ça s'occupe des routes. De pas mal de choses au niveau des transports scolaires, etc. Ce qui peut me concerner, mais autrement, le reste, je m'y intéresse pas trop. Ça participe à l'aménagement de la ville, des routes. Ça s'occupe des collèges aussi. Et après, l'action sociale, ils doivent faire aussi. Le social qui est et restera l'une des raisons d'être des départements. Aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aide à l'insertion par le biais du RSA. Tout cela représente la part la plus importante de leur budget. Le département qui intervient aussi et qui continuera d'intervenir dans les collèges. C'est lui qui assure la construction, l'entretien ou encore l'équipement des collèges, donc, mais aussi des routes départementales qui resteraient finalement départementales. Inchanger également les actions culturelles et sportives qui devraient être des compétences partagées, mais terminées en revanche d'un certain nombre de missions assurées jusqu'à présent, les transports scolaires notamment ou encore l'économie. Les départements pourront continuer à intervenir dans un premier temps jusqu'en 2016 sur un certain nombre d'actions de développement économique, sans pouvoir toutefois accorder des aides directes aux entreprises, qui seront réservées à la région et aux communes et intercommunalités. Mais donc, dans l'avenir, il y a véritablement la notion de chef de file de la région dans ce domaine de développement économique. Et là, il est certain que les départements voient leurs compétences restreintes dans ce domaine. Ces domaines de compétences ne seront transférés que progressivement du conseil départemental au conseil régional si la loi est adoptée, pas avant l'été. Mais d'ici là, les grandes lignes ont été tracées puisque l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Et on poursuit, comme chaque soir, la présentation des candidats. Et ce soir, nous retournons dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, un canton qui, je vous le rappelle, regroupe désormais la quasi-totalité des communes de l'ancien canton de la Motte-à-Char, ainsi que Véret, l'Île-d'Olonne et Sainte-Foy, qui appartenaient auparavant à celui des Sables-d'Olonne. Dans ce canton, 4 binômes se présentent devant les électeurs. Nous en avons déjà entendu 2, que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Et ce soir, nous allons donc entendre les 2 autres, en commençant par Jocelyn Abjean. Il se présente sous les couleurs du Front de gauche, aux côtés de Claudette Davenet. On l'écoute, il évoque les grands axes de leur campagne. Nous voulons une Vendée sociale, solidaire et écologique et démocratique afin d'avoir un haut niveau de service public pour les Vendéens. Nous refusons aujourd'hui l'austérité qui est gage de baisse de niveau de service public, de soutien aux jeunes, de soutien à la population vendéenne et notamment aussi aux anciens en Vendée. Nous avons une autre priorité aujourd'hui qui est l'écologie. L'écologie avec le refus d'implantation d'une maternité porcine sur la commune du Poiroux. On connaît les répercussions que cela a eu en Bretagne. En Vendée, département touristique, nous ne voulons pas des mêmes choses pour notre département. Nous voulons conserver un haut niveau de tourisme. Et puis l'autre binôme dont nous allons parler ce soir, c'est celui du Front National. Nous allons entendre Jean-François Alonso. Il se présente avec Patricia Laroche-Andro. On écoute donc Jean-François Alonso. Il nous présente leurs priorités. Nous, candidats Front National et Rassemblement Bleu Marine, favoriserons bien sûr la sécurité, l'emploi, la couverture sociale, le respect et le soutien de nos anciens.
Nous allons essayer de tenir les promesses qui ont été faites par nos prédécesseurs pour un collège à Talmont-Saint-Hilaire et appelons nos électeurs à venir voter les 22 et 29 mars pour les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine et de se mobiliser pour que nos idées soient représentées au niveau du département. Et les 4 binômes candidats à Talmont-Saint-Hilaire sont à retrouver sur notre site internet, ainsi que les 49 que nous avons déjà entendus dans le journal. Il reste 21 binômes à entendre. Nous leur donnerons la parole d'ici au 20 mars. Et nous aurons alors tendu notre micro aux 74 binômes candidats en Vendée. Et vous pourrez ainsi faire votre choix au premier tour. L'avenir des collèges est au cœur des débats. La ministre de l'Éducation vient de présenter sa réforme. Alors voici les mesures phares de ce plan baptisé « Mieux apprendre pour mieux réussir ». Dès la rentrée 2016, les élèves de 5e auront une 2e langue. L'autre grande mesure est la mise en place des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Dès la 5e, les collégiens travailleront donc en petits groupes, 4 heures par semaine, sur des thèmes très différents tels que le développement durable, la société, la citoyenneté, les cultures ou encore l'art ou le monde économique. La modernisation des apprentissages est également au programme de la réforme. L'objectif est de maîtriser les outils informatiques et numériques. Un suivi personnalisé sera également proposé de la 6e à la 3e. Enfin, la réforme des collèges veut permettre l'épanouissement de chaque élève. Durant les pauses déjeuner, des activités seront donc proposées autour d'un média. Face à cette réforme, qu'en pensent les enseignants? Un professeur d'espagnol au collège Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon a bien voulu réagir sur la mesure qui concerne l'apprentissage d'une seconde langue dès la 5e. Écoutez. Le fait de donner une année de plus d'apprentissage à des jeunes au niveau du collège me semble intéressant, dans la mesure où toutes les bases linguistiques, que ce soit la grammaire, la conjugaison, le lexique, toutes ces bases-là, elles sont normalement enseignées et acquises au collège. Donc de laisser une année de plus, surtout pour des élèves qui ont besoin de temps, et en n'oubliant pas qu'une langue vivante, il y a besoin de temps pour l'assimiler. Moi, ça me semble être intéressant. La Vendée aura finalement 2 nouveaux lycées, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Aizenay. La région devait trancher. Finalement, les 2 demandes ont été retenues. Le futur établissement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pourrait accueillir 950 élèves, celui d'Aizenay 630. On écoute le président du conseil régional à ce sujet. On pouvait notamment concentrer sur La Roche-sur-Yon l'augmentation des effectifs pour répondre à cela en augmentant la capacité des lycées, probablement un peu à Chaland et un peu aux Herbiers également. On fera sans doute des éléments d'ajustement, mais ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé, ce qui a été acté par les collègues à la Haute, et ce qui sera acté dans les jours prochains, c'est aussi une politique d'aménagement du territoire et d'essayer de faire en sorte qu'on réduise pour les enfants le temps de parcours pour aller au lycée. Et avant l'ouverture de ces futurs lycées, on revient à la rentrée 2015. À 6 mois de la nouvelle année scolaire, le syndicat Sud Éducation dénonce l'absence de moyens attribués pour les collèges et les lycées. On écoute le co-secrétaire départemental. On constate que dans le meilleur des cas, il y a stabilisation des moyens, ou dans d'autres cas même, il y a réduction des moyens, alors que globalement, la population d'élèves continue d'augmenter. Pour donner l'exemple des collèges, c'est quand même des niveaux, pour certains collèges, à 27, 28 élèves par classe, voire plus. Donc en fait, les conditions de travail et d'enseignement continuent à se dégrader de ce point de vue-là, quoi. Une unité de méthanisation devrait bientôt voir le jour à La Roche-sur-Yon. En tout cas, le projet vient d'être accepté par la préfecture. Ce site pourrait avoir 2 objectifs, fournir la ville en gaz ou fournir l'école des établières en électricité. Mais le projet suscite l'inquiétude des riverains et des associations environnementales. Il faut dire que la matière première est fabriquée par les déjections animales. Reportage de Samuel Grasset. C'est sur ce terrain que l'unité de méthanisation doit être construite, un site choisi pour sa proximité avec la ferme expérimentale des Établières, située à 2 pas. L'unité de méthanisation doit permettre de valoriser le fumier et des déchets végétaux. Leur décomposition provoquera la fabrication de gaz, un gaz qui pourra être réinjecté dans le réseau de gaz de ville ou être utilisé pour produire de l'électricité et chauffer l'école des Établières et la piscine.
Je ne voudrais pas parler de déchets, parce qu'arriver ici, ce n'est plus du déchet, c'est une matière première. La moitié à peu près viendra de la ferme des établières juste à côté, et l'autre moitié de différentes sources. Là encore, pour une moitié venant d'exploitations agricoles alentour, et l'autre moitié, il y aura des déchets verts de Trivalis, il y aura des entreprises qui nous apporteront par exemple des déchets de grains pour tous ces produits fermentescibles, en aucun cas dangereux. Mais les associations environnementales s'inquiètent de ce projet. La capacité de production de l'unité, moins de 30 tonnes, n'oblige pas à une consultation du public. L'association Terre et Rivière a interpellé le préfet pour réclamer la transparence sur ce projet. Il ne s'agit pas d'empêcher la construction de cette installation, mais il est encore temps d'organiser, comme nous l'avions demandé dès le mois de décembre, au moins une rencontre entre les associations qui ont été informées de ce projet et puis le service instructeur, de façon à ce qu'on puisse découvrir la nature de ce projet, ce qu'on ne connaît pas, et éventuellement de prévoir, il est encore temps, une information, une réunion publique pour les gens qui habitent les lotissements proches. Certains riverains s'inquiètent également des odeurs de fumier, de méthane, mais aussi pour la sécurité. Les premières habitations sont à quelques centaines de mètres. Il y aura un bâtiment qui sera là pour réceptionner la matière première, et après il y aura effectivement une cuve, mais ça sera aussi un bâtiment totalement clos, totalement étanche. C'est hyper important, il doit être étanche pour deux raisons. D'abord pour pas perdre, parce que tout le méthane perdu n'est pas utilisé, et puis surtout le méthane est pas dangereux pour l'homme, mais il est, par contre, pour la couche d'ozone, il est beaucoup plus dangereux, si on peut dire, que du carbone. Le projet a déjà obtenu le feu vert de la préfecture. Si le bouclage financier se finalise, l'unité de méthanisation pourrait débuter à l'horizon 2017. On le sait, le tri des déchets est essentiel. Pourtant, des éléments anormaux et même dangereux sont encore trop souvent jetés dans les poubelles jaunes, notamment. Trivalis, le gestionnaire du tri des déchets, interpelle donc la population. Lundi, un serpent a été retrouvé sur la chaîne de tri de Saint-Prouan. Vous le voyez, au milieu des bouteilles de lait et des cartons. Imaginez la surprise des équipes. Ce n'était évidemment pas sa place. Malheureusement, ce n'est pas le seul exemple. Les centres de tri du département découvrent régulièrement des abats, des animaux morts ou encore des seringues. Alors il faut savoir qu'un animal décédé doit être récupéré par une société d'équarrissage. Rappelons que les poubelles jaunes peuvent seulement accueillir les métaux, tels que les conserves ou les aérosols, les papiers et les cartonnettes, ainsi que les bouteilles, les barquettes et les pots en plastique. Et l'eau est aussi un élément qu'il faut savoir protéger. Cette fois, c'est donc Vendéo qui interpelle les Vendéens. Le service de l'eau potable rappelle en effet qu'il ne faut pas jeter les produits toxiques dans les caniveaux, que ce soit de la peinture ou du désherbage. Une collecte de ces produits est d'ailleurs organisée dans une semaine à la déchetterie des Essarts. On écoute le vice-président de Vendéo. Que nous soyons des professionnels comme les agriculteurs, des professionnels du jardinage, que nous soyons, je dirais, des citoyens avec nos utilisations ménagères de l'eau, nous pouvons être amenés à polluer et à altérer la qualité de cette eau. Donc l'objectif de cette action est de faire prendre conscience à chacun que par nos gestes éco-citoyens de tri, nous pouvons améliorer cette qualité d'eau. Et notez que cet appel lancé à la population entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau qui se tiendra le dimanche 29 mars. La programmation a été présentée il y a quelques jours. L'usine d'eau potable de l'Orbry, notamment, ouvrira ses portes au public. En amont, d'autres animations et portes ouvertes seront proposées. La collecte 2015 des Restos du Cœur est en hausse. 90 tonnes ont été comptabilisées suite à l'opération nationale du week-end dernier dans les supermarchés du département. C'est 30% de plus que l'an passé. Cela s'explique notamment par le fait que des personnes donnent ou donnent plus parce qu'elles ont des proches désormais dans une situation de besoin. On va se pencher à présent sur une vente un peu particulière ou du moins encore assez rare. En Vendée, comme ailleurs, on connaît les enchères pour les chevaux, mais il existe également la vente à l'amiable. Ici, pas d'envolée des prix, ni de commission, juste une relation entre l'éleveur et l'acheteur. Reportage aux herbiers, regardez. Yann est propriétaire d'un jeune poulain. Pourtant, il n'est là ni pour vendre, ni pour acheter, mais plutôt pour se renseigner. Je suis là pour voir
l'attitude des chevaux, les origines et tout ce qui est produit ici en Vendée dans les élevages plutôt orientés concours hippique. Quant à Virginie, après 5 ans d'arrêt, elle vient tout juste de relancer son activité. Entre il y a 5 ans et aujourd'hui, le marché n'est pas du tout la même chose. Le prix des chevaux a bien évolué, les chevaux aussi. C'est pour ça que j'ai envie de voir pour me positionner par rapport à cette évolution du marché. Le prix auquel il vous est proposé aujourd'hui, à savoir de 4 à 6 000 € TTC. Voilà. C'est le prix proposé pour un jeune cheval de 4 ans. Pour ce type de vente, les tarifs peuvent aller jusqu'à 30 000 € et parfois même plus. Le potentiel estimé du cheval, son âge, ses origines sont quelques-uns des critères qui fixent les tarifs. Pas d'enchère aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une vente à l'amiable. On met en relation des vendeurs qui peuvent être des éleveurs ou des particuliers qui ont des chevaux et des acheteurs qui vont venir donc sur ce lieu pour voir ces chevaux évoluer. Une vente sur 2 jours qui se fait en plusieurs temps. En ligne tout d'abord avec l'édition d'un catalogue. Les acheteurs peuvent déjà consulter le catalogue, sélectionner un petit peu ce qu'ils veulent. Donc après ils viennent ici voir sur le tour et après peuvent aller voir les chevaux au box, peuvent aller les voir aussi à la détente, enfin la circulation est libre. Et après, à la sortie par exemple de la présentation, l'acheteur peut aller voir le vendeur et lui demander des informations sur le cheval complémentaires, lui demander discuter du prix, voir s'il peut l'essayer, si oui, dans quelles conditions. Avec 28 chevaux de 4 à 7 ans présentés pour cette vente, acheteurs et vendeurs étaient au rendez-vous. Je suis éleveur et je suis venu tenter ma chance pour essayer de vendre un gentil cheval de 4 ans. Le but de l'élevage, c'est d'en arriver à trouver un propriétaire qui soit content et pour nous faire un revenu. Je suis venu voir éventuellement s'il y avait des chevaux intéressants à acheter. On a toujours un renouvellement de cavalerie à faire, donc il faut suivre un petit peu ces ventes dans les différents endroits pour éventuellement trouver un achat intéressant. Un retour plutôt positif pour cette vente, avec 12 acheteurs potentiels qui ont pris contact avec des vendeurs, 8 chevaux essayés et un cheval vendu. Et cet événement qui reste assez rare sur le département était organisé par la MFR de Bournezeau. Avec le retour du printemps, c'est le moment de retrouver les allées du potager. Ça tombe bien, il fait beau. Mais finalement, à cette période de l'année, que faut-il semer? Comment faut-il s'y prendre? L'association Libera Verda nous donne quelques conseils et quelques astuces. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur les terres du jardin écologique des Essarts. Charlie utilise ici l'outil écologique par excellence pour le potager. Donc voilà la grelinette, outil qui permet d'aérer le sol après l'hiver, un sol paillé donc, qui n'est pas tassé, donc ça nous permet juste simplement de l'aérer pour pouvoir respecter le fonctionnement biologique du sol. La grelinette est une sorte de fourche à 2 manches, bien plus efficace qu'une bêche ordinaire. Avec elle donc, on ne retourne pas la terre, on l'aère, c'est mieux pour le sol, on gagne du temps et en plus, on ne s'abîme pas le dos. En ce moment, c'est la période pour semer et là aussi, tout en restant efficace, on peut gagner du temps. On mélange graines de carottes et graines de radis qu'on va semer dans la même ligne. Les radis vont lever en premier, vont éviter l'éclaircie des carottes et vont forcer les carottes à aller vers le fond. Voilà un exemple de plantes qui s'entraident pour mieux pousser. Vous aurez aussi sûrement hâte de récolter rapidement ce que vous allez semer. Des trucs et astuces qu'on peut faire, c'est par exemple les graines de fèves ou de petits pois. On peut les tremper 24 heures avant dans un bol avec de l'eau, car ça va permettre de gagner plusieurs jours de levée de semences. Vous connaissez la consoude? Eh bien, vous en avez peut-être dans votre jardin. Utilisez-la. On peut la récupérer pour en faire un engrais de floraison. Très bon pour la maturation des fruits et puis la défense immunitaire de la plante. Un peu plus loin, dans le jardin d'un adhérent de l'association. Donc là, en ce moment, on est en train de récolter la sève de bouleau. Donc le bouleau, c'est l'arbre qui est là. Et donc, on récolte la sève pendant une période à peu près d'1 mois. Les Finlandais adorent la sève de bouleau. C'est apparemment très bon pour la santé. Il y a énormément de minéraux, de vitamines. Et c'est aussi, ça va d'épurer le foie. En fait, ça va retravailler le foie, le rein et enlever toutes les toxines qu'on a emmagasinées pendant l'hiver. Donc ça tombe exactement au bon moment. Au moment où le printemps arrive, on met un peu le corps à neuf.
Un boulot peut donner environ 2 litres de sève chaque jour pendant un mois. La nature n'a pas fini de nous surprendre. Et la nature n'a pas fini de nous étonner, certes, mais attention aux différences de température. À partir de ce week-end, la douceur laissera un peu plus de place à la fraîcheur. En attendant, demain, il fera encore très bon. Le thermomètre affichera jusqu'à 17 degrés dans l'intérieur des terres. En revanche, le gris sera une nouvelle fois de la partie, même si le soleil réussira quelques percées sur l'est du département. Le point complet sur la météo de ce jeudi 12 mars est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve demain.